la cuisine, c'est un message. À travers la cuisine, moi, ce que je dis toujours aux jeunes qui viennent chez nous, c'est que il faut que tu considères la cuisine comme un métier d'expression. C'est-à-dire que essaie d'avoir en ligne de mire que tu puisses exprimer ta personnalité à travers ta cuisine. Donc c'est ça ce moyen d'expression. C'est que ce que tu dois exprimer, c'est toi. Mais comme un art, comme le ferait un peintre ou un réalisateur sur un film. Ouais. Ne sois pas un suiveur, ne reproduis pas, essaie de te concentrer sur ce que tu aimes. Dans toutes tes expériences, à droite, à gauche, tu vas pouvoir faire tes choix et tu vas pouvoir te bâtir et construire ton ADN, entre guillemets, ta personnalité. Et après, donc, il y a un événement qui survient en 95, qui s'avoue la proposition de reprendre une brasserie qui s'appelait le Cap Vernet à l'époque, qui n'existe plus, mais qui fait l'angle de l'avenue Marceau et de la rue Vernet. Ça s'appelle Casaluca, je crois maintenant. C'est juste derrière le drugstore. Et donc là, ça appartient à la maison Richard, Café Richard, et qui lui propose. Et là, c'est une location-gérance. Donc, il me demande effectivement. Donc, je pars dans le projet. Bon, là, c'est un projet beaucoup plus gros. Il y a 140 places. C'est une brasserie, il y a un banc d'huîtres. Donc là, il y a pas mal de choses à revoir. Puisque bon, ça tourne un peu au ralenti. Donc c'est pour ça qu'il l'a donné, parce qu'il a trouvé une solution. Donc là, je me retrouve non seulement chef de cuisine, mais aussi chef d'entreprise, où on a affaire effectivement une reprise avec du personnel, qu'il va falloir qu'il rentre dans un autre moule parce que c'est plus le bon. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a des raisons. Donc voilà, donc ça c'est ça. Ouais. Tu vois l'aspect, on va dire, personnel, l'aspect financier de ce qui marche pas, tu touches un peu à tout là. Il faut mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. Tu sais déjà ce que tu veux faire, toi ? Oui, on a une idée déjà de ce qu'on veut faire, parce qu'on sait à peu près ce qu'on veut faire. Toujours pareil, c'est la qualité du produit, joue sur les cuissons, un peu d'originalité. Donc là c'est un peu différent parce que c'est des plats de brasserie qu'il faut garder. Oui. Et puis, mais bon, Guy Savoie, un garçon qui est super, qui est un copain encore d'ailleurs aujourd'hui, qui est de sa brigade, qui le détache, qui prend le poste de chef. Parce que moi après, je suis pas complètement affecté en tant que chef. C'est-à-dire que j'ai les deux autres établissements à mener en même temps. Donc t'es quoi, chef exécutif ? C'est quoi le terme ? Je suis même pas chef exécutif. J'ai un chef dans chaque endroit. Parce que moi je tourne. À l'époque, on n'a pas encore les portables. C'est ça. Donc j'en ai un qui est rue Lauriston, Cap Vernet qui est là, et l'autre qui est sur les quais. Donc téléphone filaire, j'arrive. Je crois que j'ai eu le premier téléphone filaire, qui était gros comme ça, qui était lourd comme ça. Oui, je vois très bien. Bon, je m'en suis jamais vraiment très servi. C'était vraiment, d'un endroit à l'autre. Après, t'étais dans un périmètre, ça va à peu près. Il faut venir sur les quais, c'était. Et donc là, c'est un gros morceau parce que c'était différent. Il fallait concevoir encore autre chose en termes d'envoi. Quand t'as 140 couverts le midi qui arrivent, c'est pas 45. Donc c'est d'autres méthodes. Et donc dans les premiers services, je vis un de mes pires services de ma vie, où là Il y en a partout ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas qu'il y en a partout, c'est que y a les premiers articles qui sont tombés, donc il y a un afflux de clientèle, et donc premier service où là on subit quoi. Moi je dis toujours pour qu'un service de cuisine se passe bien, ça s'anticipe. C'est-à-dire que ça se prévoit, on est organisé, on l'anticipe. Là c'est pas qu'on n'est pas, c'est pas qu'on est, on est organisé, mais on est organisé pour plus petit service. Voilà. Pas pour ça. Ah ouais. Vous êtes organisé pour 80 et il y a 160. Et donc là, on subit, c'est-à-dire que le client attend et on fait ce qu'on peut pendant. Voilà. Bon, après ça, c'est formateur, on a compris. Comment tu fais alors après ? C'est quoi les conclusions que tu tires de ce cauchemar en cuisine, comme dirait l'autre ? Les conclusions, c'est que il y a des préparatifs qu'il faut aller au-delà de ce qu'on sait faire, et puis que l'on fait habituellement, et puis des simplifications à amener parce qu'on veut amener toujours c'est les petits plus en fait qu'on amène sur une assiette. Sur le dressage. Donc on doit se reconcentrer sur l'essentiel. Savoir, avancer ce qui peut être avancé au maximum, et puis se préparer pour être prêt, quoi. Voilà. Parce qu'on est d'accord, si tu avances au maximum, tu gagnes du temps.
C'est ça? Bien tu sûr. prépares en amont. Bien sûr. Et comme ça, tu gagnes du temps lors du dressage, etc. Ouais. Ok. Donc, là aussi, succès? Après, ça fonctionne très bien. En plus, il y a un autre truc qui est très amusant, c'est qu'il y a un banc d'huîtres là-bas. Donc, on décide de mettre en place un petit, ce qu'on appelle parce que un journaliste qui travaille à l'Express et qui me parle de ça un jour, qui me parle des crus d'huîtres. Il est très ami avec un ostréiculteur qui s'appelle Yvon Madec, qui est en Bretagne, à la Nilis. Voilà. Et donc, il m'explique qu'en fait, suivant les régions, les huîtres ont des goûts très différents. Et bon, ça, je le sais un petit peu, mais il m'explique que ça fait un peu comme les vins, que ça fait comme un peu des crus d'huîtres et des cépages. Voilà. Donc, on s'aperçoit, donc on met cette carte en place avec, il y a l'huître effectivement des Abers de chez Madec, Pratarkoum. On a l'huître de Cancale, qui est une huître de pleine mer, qui est très différente. On a une huître qui vient de la baie d'Evey à Isigny, donc qui est encore autre chose. La Marraine. Voilà. Bon, après, on ne va pas plus loin, parce qu'on pourrait aller sur le bassin d'Arcachon, on pourrait aller sur l'étang de Thau. Exactement. Bon, non, mais 4, déjà, c'est déjà bien. Donc, c'est des choses qui sont très, très amusantes. Et ces 4-là, il y a une vraie différence? Ah oui, une vraie différence. Ah oui, si on les goûte comme ça, là, on se les met sur la table, franchement, c'est... On voit tout de suite qui est qui tout de suite, pour un connaisseur. ouais. Et toi, t'as préféré? J'ai pas de préféré, ça va dépendre du... Alors aujourd'hui, maintenant, je dirais, c'est l'environnement qui me fait que j'adore l'huître, quel que soit, j'ai pas forcément une préférée. Je vais aimer l'huître là où elle est, là où je vais la manger. Ah oui. C'est ça, c'est ça qui compte, quoi. Ouais. Voilà, quand je vais à Cancale, on va sur le port, on va manger ce qu'on appelle, c'est un petit restaurant qui s'appelle le Pied de Cheval, parce que eux ils font le pied de cheval, que moi j'adore. Voilà. Donc ça a une autre saveur. Oui, bien sûr. Donc toutes ces choses-là, c'est nouveau. J'apprends à gérer autre chose. Et là, t'es presque t'es à la fois pas business pad, mais je veux dire, t'es un vrai chef d'entreprise en plus d'être un chef, quoi. Ouais, c'est ça. T'as la double casquette. Ouais, double casquette. Donc, pour garder quand même une identité, je dirais mon endroit de base sont les bouquinistes. Okay. C'est là où j'exerce le plus, c'est là où on va trouver vraiment plus la personnalité de la cuisine, c'est la mienne. Et puis après, j'ai une sorte de petit déclic dans ma tête qui me dit que c'est super ce que je fais, hein, je gagne super bien ma vie et tout, mais j'avais une passion pour la cuisine. Et en fait, aujourd'hui, je suis là pour mettre des standards qualité dans chaque endroit, mais sans exprimer vraiment pleinement ce que j'aime dans la cuisine. C'est un peu au second plan, quoi. C'est un peu au second plan, parce que on ne peut pas tout faire. Voilà. Normal. Et donc, dans ma tête, je me dis, écoute, voilà, il y a une petite lumière qui me dit, n'oublie pas que tu es rentré en cuisine, c'est la passion, c'est ce que tu as envie de faire. Et donc, je me dis, bon, peut-être qu'effectivement. Voilà. Et là, c'est le moment où ta petite voix te dit qu'il faut que tu aies quelque chose à toi? Qui me dit qu'il faut que j'ai quelque chose à moi, c'est ça, et que j'exprime vraiment pleinement ce que j'ai envie de faire en cuisine. Et là, donc... fin des années 90, du coup? On est en 2000, presque. Ouais. On est presque en 2000. Ouais. Et donc, bon, je suis au bouquiniste. Et puis, ici se monte la résidence hôtelière Les Citadines. Donc, avec un local vide, puisque c'est une création totale. Moi, à l'époque, je propose à Guy Savoie, parce que j'ai envie de voler une pour elle, de racheter les parts des bouquinistes. Oui. Ouais. Donc là, une négociation qui est un peu compliquée, qui va pas au bout. Et bon, ce projet-là, je lui en parle, il y croit peu. Finalement, ce projet, au début, je devais en faire un endroit très simple, une sorte de plat à la plancha. Au début, il voulait même pas de conduit, de chemise. Enfin, il voulait pas de cuisine, une sorte de petit concept plus froid, tout ça. Et puis le gérant des Citadines, c'est un monsieur charmant qui a une résidence à Barcelone qu'il gère et qui a déjà connu l'implantation d'un restaurant. Donc il me dit, écoutez, voilà, faites-moi le projet ça l'intéresse. De ce que vous voulez faire, ça l'intéresse. Ouais. Comment parce que là, du coup, il faut que tu trouves un financement, il faut que t'as le lieu, mais du coup, il faut que tu imagines un concept, un truc, qu'est-ce qu'on va avoir ici, comment tu te finances, comment tu fais ça, du coup? J'ai mon avocat qui me présente un banquier
monsieur Dominici, qui est au Crédit du Nord, à Neuilly. On se rencontre. Il vient me voir, il vient manger. Quand j'étais bouquiniste, il vient manger. Il vient voir le lieu, vide. Hein. C'était 2 plateaux de béton. Et il se projette. Et il me dit OK. Il se projette, vachement. C'était rien. Hein. Il n'y avait pas de fonds de commerce, il n'y avait pas de clientèle, il y avait 0% de chiffre d'affaires. Il n'y avait rien. C'était une création totale. Ouais. Il achète sur plan. Ouais, voilà. Dingue. Il me dit... Qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il te... Il croit en toi, il croit en ton projet? Après, moi, je lui présente mon... Oui. Qu'est-ce que tu veux y faire, alors? Au début, je pars effectivement sur... moi, j'ai pas complètement... la négociation se termine, pas terminée, elle n'est pas faite. Bon, mais je me dis, j'ai quand même le truc ici, donc je fais quand même, tant pis. Je prends un risque, ce qui a fait qu'il y a eu une petite période un peu compliquée entre nous. Oui. Qui a été résolue. Et donc, je lui présente le business plan. Au début, c'est de faire quelque chose d'assez simple, cuisine à la plancha, avec des condiments. J'avais déjà attaqué, moi, un petit peu l'esprit de la cuisine d'Asie. J'ai plein de questions à te poser à ce sujet-là. La question de la cuisine de l'Asie, donc c'est beaucoup de travail sur les condiments, sur les herbes, ces choses-là. Et c'était un peu ça. Donc, c'est beaucoup de choses à la plancha avec des condiments, des sauces un peu différentes de ce qu'on peut trouver dans la cuisine classique. Donc, je sors totalement du classique dans lequel j'étais. J'avais commencé à intégrer, moi, déjà ça dans ma cuisine. Il y a quelques petites touches comme ça. On avait des amis avec mon épouse, amies vietnamiennes, cambodgiennes, qui cuisinaient superbement bien. Donc, et moi, je sais que j'étais sensible à ce genre à cette cuisine et à ces parfums. Ouais, donc tu apportes une vraie valeur, enfin une vraie différence, quoi, par rapport à tous tes camarades autour. T'as un vrai truc, tu vois. J'ai ça en tête, ouais. Alors après, on a un clash, donc je me concentre totalement sur ça, sur ici. Ouais. Et donc finalement, je décide de faire. Je suis là à temps plein, donc je fais autre chose. Toujours ça, mais je vais encore plus à fond dans ce que j'ai prévu. On ouvre ici 15 jours après les attentats du 11 septembre. Donc voilà, il faut dire que tous les hôtels qui étaient remplis de clientèle étrangère américaine. En même temps, donc il y a très peu de choses qui se créent. Et puis, cet endroit était quand même assez nouveau parce qu'il ne ressemble pas du tout à un restaurant comme la plupart des restaurants. Il est conçu comme un loft un peu... loft galerie. Ouais. Donc moi, Daniel Humer, qui m'a aidé à le concevoir, le batteur, jazzman et peintre qui m'aide à le concevoir. Donc l'idée, c'est qu'on on fait appel à des amis à lui, designers, qui dessinent tout le mobilier pour l'endroit, spécifiquement, l'aménagement. On est dans l'esprit on est dans le 6e arrondissement, dans le quartier des Galeries. Oui. Donc l'idée, c'est, écoute, voilà, on va. Moi, j'ai pas d'énormes moyens. Le banquier m'a dit OK, mais bon, j'ai pas des budgets. C'est ça. C'est pas open bar non plus. C'est pas open bar. Donc il m'a dit, écoute, on va faire quelque chose. Et on rationalise. Donc ce qui est très simple, ici, c'est vide. Donc du mobilier, un parquet, un éclairage, et puis c'est tout. Voilà. Donc, et l'idée, galerie, moi qui ai travaillé dans les sous-sols, qui ai travaillé dans les cuisines fermées, je suis un peu claustrophobe. Donc la cuisine ouverte. La cuisine ouverte. Ouais, parce que on voit les clients, je vois ce qui se passe dans le restaurant, et puis c'est quand même très agréable que quand on lève les yeux, on a la vue sur des tableaux, sur la lumière du jour. Ouais. Ça te change les sous-sols. Et donc ça fait partie en même temps de la galerie, c'est-à-dire que on se pose la question comment on va l'appeler. On l'appelle The Kitchen Gallery. Ouais, on cherche un peu tous les noms. The, c'est pour s'amuser, parce que en fait, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait The Bank. Oui. Et donc c'était à l'époque où on anglicanisait pas mal les noms. Et mon copain Daniel Humer me dit, écoute, on va prendre le contre-pied, on va l'écrire Z2. Oui. Donc évidemment, ça perturbe, il y en a qui c'est stupide, mais ça marque. Voilà. Bien sûr. Ouais. Génial. Et puis en même temps, avec la cuisine que je veux faire, on part sur l'idée des produits, parce que c'est aussi la galerie au niveau des produits. Donc des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc là, je mets à fond le paquet sur... j'ai un copain, moi, qui a fait le tour du monde sur les bateaux, qui s'est fait embaucher sur différents bateaux, et qui a fait le tour du monde, et qui connaît bien le continent asiatique. Donc quand on ouvre ici, il vient avec moi, on va quasiment tous les jours dans le 13e arrondissement.
Moi, j'ai une collection de bouquins comme ça, sur la cuisine vietnamienne, cambodgienne, japonaise, thaïlandaise, où là, c'est pareil, je continue de m'abreuver et tout. Et lui, il a déjà un peu de vécu. Oui. Et donc, c'est un peu à tout. Parce que c'est un peu en live, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pourrais reproduire ce que j'ai fait avant, mais bon, comme on a un léger conflit, je ne vais pas m'amuser à refaire la même chose. Donc, et puis, en même temps, j'ai déjà en tête ce que je veux faire. Mais c'est assez nouveau, en fait, à Paris. Hein. On parle beaucoup de cuisine fusion. Ce que moi j'appelais à l'époque cette cuisine plutôt un peu confusion, c'est-à-dire c'était une espèce de, c'est-à-dire que ouais, on prenait tous les grands trucs qui ouvraient, on prenait des spécialités d'Asie, d'Italie. Donc c'était à l'époque où vous trouviez du risotto, des nems au chocolat. C'est ça, le sucré salé, enfin des brochettes sauce satay, parfois des trucs des noodles improbables. Ouais, donc ça faisait une espèce de melting pot. Ouais. C'est ça, exactement. Et donc moi dans ma tête, l'idée de l'Asie c'était en termes d'assaisonnement. Ouais, toi c'est ça. Toi tu as une vision du goût en fait et du produit, du goût et de ce que ça va rendre. C'est assez nouveau. Ouais. Donc c'était le risque en fait. Hein. Le risque c'est je prends le risque de plutôt que de faire ce que je sais faire jusqu'à maintenant très bien et de le mettre là, les gens c'est rassurant. Je fais des choses, les gens sont pas habitués, nouvelles. Alors ça tombe bien parce que c'est l'époque aussi, c'est le début de l'omnivore, c'est le début du fooding, donc ça commence à se démocratiser, donc ça commence à interpeller. Voilà. Et donc t'interpelles. Et donc ça interpelle un peu. Alors après, effectivement, au début, c'est comme un gosse qui a plein de choses, on a peur d'en oublier, donc je dirais on met plein de choses. Trop ? Un petit peu trop. Ça, c'est après les discussions avec les journalistes. Globalement, on fait une super ouverture. Il y a plein de papiers. Après, il y a quelques journalistes avec qui je discute un petit peu. Voilà, c'est nouveau, mais après, j'apprends à épurer. En même temps, je suis pas allé en Asie encore. Ouais. Toi, l'Asie, c'est le 13e, c'est là où tu découvres l'Asie. Et les livres. Ouais, et les livres. Donc avec mon épouse, avec qui on a monté l'endroit, on organise un voyage. 6 mois après l'ouverture, on va en Thaïlande. Et là, ça doit être un vrai choc, non ? Et là, parce que je voulais voir, moi, tous les ingrédients que je connais, je voulais les voir dans leur jus, dans leur contexte. Ouais. Donc c'est là où, effectivement, alors je m'amuse, je m'inscris dans tous les grands hôtels, dans des cours de cuisine. Ouais. Donc je m'inscris dans 3 hôtels, 3 cours de cuisine. Ouais. Il y avait l'Oriental, il y avait le Céladon. T'es où, du coup ? T'es à Bangkok, là ? À Bangkok, ouais. Okay. Ouais. Donc on fait les marchés. Donc mon copain qui a fait le tour du monde, il a un contact à Bangkok qui lui me permet de découvrir aussi un peu la cuisine royale thaïlandaise, donc de voir des choses où c'est grande préparation, beaucoup de goût, donc ça me permet de comprendre beaucoup de choses, puis de voir surtout l'endroit tel qu'il est, les produits tels qu'ils sont, quoi. Donc là, on va sur le marché du Chao Phraya, au bord du fleuve, là. Tu dois être. Il y a les toutes petites charrettes qui arrivent remplies de coriandre, de ciboule, t'as les jarres remplies de piment, de kombawa, t'as les bottes de gingembre avec les tiges roses, enfin c'est fascinant, quoi. Et puis en allant à ces cours, je voulais voir un peu les réactions, et là c'est là où je me dis, je vois les réactions des clients, en fait, c'est ces parfums, ces goûts, et là c'est le déclic, je me dis, avec les produits que j'ai en France, de qualité en termes de produits de la mer, en termes de qualité de viande, de légumes, avec ces éléments-là, j'ai ma ligne directrice et mon concept entre guillemets est trouvé. Donc ton concept, c'est les produits français qui vont être sublimés avec cuisine française dans laquelle je modifie un peu l'assaisonnement. Donc j'apporte, et en même temps pour moi, l'Asie, c'est toute une palette supplémentaire de... C'est ça que je voulais te demander, c'est ça. Le bouillon, ça te vient de là ? Le fait que tu adores ajouter le... Alors les bouillons, en fait, les bouillons, ça vient de mon enfance. Oui. Parce que chez nous, tous les jours de l'année, quel qu'il soit, il y avait toujours le bouillon ou la soupe, sous toutes ses formes. Toute l'année, tous les jours. Il n'y a pas d'entrée, le soir, c'était ça. C'était une soupe. Qui peut être faite avec le reste du pot-au-feu, les restes de volaille, la soupe de légumes. Pot-au-feu avec des vermicelles ou autre. Okay. Et en fait, je m'étais aperçu que dans mes différentes cartes, quand j'étais encore avant d'ouvrir ici, dans mes différentes cartes, je retrouvais toujours un bouillon, une pâte. Et c'est comme ça qu'après, je me suis aperçu qu'effectivement, j'en ai fait des bouquins, j'en ai fait un restaurant, c'était un magnifique support, la pâte et le bouillon. Parce que les mêmes bouillons, que tu prends avec les ingrédients de printemps, d'été, d'automne, d'hiver, c'est des choses totalement différentes.
Et la pâte, suivant sa forme, je dirais le principe, la cuisson, tout ça, c'est le même principe. Mais par contre, tout ce que tu mets dessus et dedans, les déclinaisons, c'est à l'infini. C'est à l'infini. En plus, si tu rajoutes un bouillon dans tout ça, et si en plus on rajoute des bouillons. Le combo, il est redoutable. Voilà. Donc en fait, ça s'est fait un tout petit peu après. Et puis moi j'ai affiné aussi parce qu'en voyant un petit peu les plats, j'ai toujours un peu de recul dans les assaisonnements. Je dis mais tiens, c'est marrant, pourquoi il y a ça, regarde bien, t'as toujours de l'acidité, t'as toujours du piment, t'as toujours du sucre. Quand je dis sucre, c'est pas du sucre ajouté, c'est du sucre naturel. Et je m'aperçois qu'en fait, avec tous ces ingrédients-là, de l'Asie, que ce soit la citronnelle, le gingembre, le curcuma, la feuille de kombawa, les agrumes, sont des exhausteurs de goût naturel. Donc le sel, je l'ai banni. Pas totalement, mais beaucoup diminué en fait. Et c'est là où je continue, c'est-à-dire que quand je dis piquant, du gingembre, de la citronnelle, c'est un côté un peu piquant quelque part. Enfin piquant, toi, c'est ce côté un peu exhausteur de goût naturel, voilà. Et tu vas rajouter tu fais une orange ou du jus de pomme verte. Dedans, il y a et de l'acidité et du sucre, mais qui est naturel. Voilà. Donc en fait, je joue un peu avec tout ça, donc je comprends, et c'est là où je veux encore plus sur ça. Après, je rencontre des gens comme les Bachès qui déclinent les agrumes, voilà. Là, nous, on fait à peu près 70 variétés d'agrumes différentes maintenant. C'est un monde. En fonction du plat, j'imagine, même en fonction de l'ingrédient. Ouais, de la saison et tout. De la saison, forcément. Ah ouais, mais du coup, t'as été à ce moment-là, j'imagine toujours autant maintenant, mais en perpétuelle recherche, quoi. Ça, toujours. C'était un vrai labo. C'est ça, on est toujours en recherche. T'étais un druide à expérimenter des choses. Après, au début, quand je démarre, c'est pareil. Moi, j'ai des clients qui me disent, écoutez, c'était super bon. Mais la dernière fois, on a mangé un bouillon. Il y avait quelque chose au fond qui fait que ça avait encore plus de profondeur. Et en fait, c'était un condiment. Et donc là, je me dis, c'est au début, ça, hein, c'est dans les 2 premières années. Je me dis, en fait, voilà, c'est là que je comprends l'importance de tout ça. Le condiment, c'est ce qui fait le plus. Donc, à partir de ce moment-là, tous les plats sont conçus avec un condiment. Et alors, ça fait apport de plus en termes de texture, en termes de goût, de tout ça ? De goût. En fait, c'est ce qui vient faire le lien. Moi, j'aime, et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup aimé la cuisine japonaise. C'est-à-dire que dans la cuisine japonaise, tu goûtes un peu par strate. C'est-à-dire que je prends l'exemple le plus bête, c'est le sashimi. Tu vois, tu prends ton poisson qui est assez neutre. En fonction de ton dosage de soja et de wasabi, ça va avoir un goût différent. Oui. Voilà. Oui. En fait, nous, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la superposition des goûts et les condiments et le jus font que tu as des combinaisons et ça n'a jamais les mêmes bouchées. Or, si tu prends un plat, je dirais, plutôt de cuisine plutôt traditionnelle française, du début à la fin, c'est la même chose. Tu vas avoir des textures différentes, mais ça va être un peu linéaire. Oui. Très bon, mais un peu linéaire. Oui. Voilà. Oui. Et donc, c'est pour ça que ça me fascine, toutes ces cuisines du Japon, de l'Asie. Et dans tout ça, en fait, ça me permet de progresser. C'est permanent, quoi. Et du coup, il y a un ingrédient quand même que tu trouves pas incontournable, mais que tu préférerais, toi, ou tu préfères, là ? Ou pas forcément ? Non, je les aime tous. Alors, je dis toujours, effectivement, mon bâton de citronnelle, il est devenu un peu... il est là pour tout. Ouais. Il est là pour infuser dans un bouillon, il est là pour infuser dans un jus, il est là pour cuire des légumes, il est là pour terminer un bouillon à la fin, il est là pour faire un jus de viande, donc il intervient un peu partout, quoi. Puis après, tout le reste, en fait, c'est des éléments d'assaisonnement. Donc il va y avoir un morceau de kombawa, il va y avoir un morceau de galanga, un morceau de curcuma, il va y avoir... tout ça, c'est vraiment un jeu. C'est pour ça que la palette, elle est devenue hyper large. Hyper large. Ouais, mais du coup, tu vois, ce que tu me dis là, c'est que ça, c'était hyper innovant il y a 20 ans. Et pourtant, là, j'imagine que tu continues toujours à innover. Comment tu fais pour avoir toujours cette envie de faire différent, d'aller chercher un nouveau truc Qu'est-ce qui te... pas motive, mais comment tu fais ? Comment tu recherches ça, justement ? Toujours la nouveauté ou à essayer de proposer des... C'est pour pas m'ennuyer déjà, oui. Parce que je veux toujours une cuisine qui bouge. Ensuite, il y a des choses, il y a des progrès qui sont faits, parce qu'à l'époque, quand je parle de tout ça, tout est importé. Ouais. Oui. J'ai rien. Ouais. Donc au fur et à mesure, il y a eu des grosses avancées avec les maraîchers avec lesquels on travaille. Donc maintenant, alors j'en ai pas toute l'année, mais on a... du gingembre en France, on a du curcuma en France, on a des misos, il y en a qui le fabriquent
Après, j'ai la feuille de kombawa fraîche, j'ai la feuille de curry que j'ai fait planter, qui me cultive fraîche. J'ai la citronnelle. Toi, à travailler et à goûter, forcément, tu sens une différence? À boire fraîche et tout? Ah bah oui, parce que nous, la chance, c'est que ces choses-là, c'est commandé aujourd'hui, c'est cueilli, coupé ou ramassé dans la journée, expédié, on a tout le lendemain. Ouais. Alors que sinon, puis après, Forcément. Et je sais aussi surtout comment ils cultivent, comment ils produisent. Voilà, c'est des gens qui travaillent, je veux dire, on a aussi ça. C'est aussi ça la beauté de notre métier, c'est-à-dire que tous les gens avec qui on travaille, on a la chance de pouvoir se choisir mutuellement, parce que c'est pas nous qui choisissons, c'est aussi le producteur qui nous choisit aussi. On défend les mêmes valeurs, on défend la même philosophie, on a les mêmes, on est dans le même projet en fait. Ça me fait penser à 4 saisons pour un festin. Avec, oui. C'est un peu ça. Ce que tu racontes là, c'est vraiment. Moi, ça a été un tournant cette émission-là. Ouais, je vois. Mais donc c'est comme ça. Vous apprenez à vous connaître, voilà, dans cette relation. Oui. Et parce que tu connais aussi le produit. Et puis on la découvre parce qu'un tel dit tiens, il faut rencontrer un tel, donc on a un appel de tel producteur. Nous, on va appeler tel producteur parce qu'un autre nous en a parlé. Ouais, par exemple, Roland Feuillas, Cucugnan, c'est Michel Bachès et Bénédicte Bachès qui m'ont fait rencontrer. Voilà, c'est génial. Ouais. Et lui, il fait quoi précisément? Il fait quoi comme produit, ce monsieur? Feuillas. Ouais. C'est lui, c'est les maîtres de mon moulin, c'est le boulanger meunier. Okay. C'est lui qui nous fabrique les pâtes pour KitchenTerre. Parce que quand je décide d'ouvrir un restaurant avec mon épouse, on se dit tiens, les bouillons marchent tellement bien, tout ça. On se dit on va essayer de je voulais faire un restaurant dans l'esprit des feux vietnamiens. Oui. Ouais. Et puis je dois aller faire un stage sur le pain, parce que ça m'amuse beaucoup chez ce monsieur. Et je l'appelle, je reporte 1 fois, 2 fois le stage, et puis je l'appelle et je lui dis tiens écoutez Roland, je peux venir en février. Il me dit William, moi je veux bien, mais le problème c'est que moi j'éteins le four au 1er janvier et je le rallume qu'au 15 mars. Parce que là-bas c'est un petit bled, il y a très peu d'habitants et les gens font 2 heures pour aller chercher du pain et tout, c'est assez super. Mais il dit venez quand même. Donc j'y vais, il nous donne, c'est un monsieur assez extraordinaire, une grande culture, toute son histoire sur le pain, le blé, tout ça. Donc il nous fait un cours, je descends avec un copain. Et puis je dis on va quand même emmener des ingrédients et tout. Donc lui nous donne le cours et nous on cuisine. Et là c'est là où je vois les gens qui viennent chercher leur farine. Donc il y en a un qui vient chercher ses 2 kilos de barbu du roussillon, l'autre il vient chercher ses 2 kilos de grand épeautre, je veux 3 kilos de rouge de Bordeaux, je voudrais 1 kilo de timilla, je veux 1 kilo de margarito, je prends des kilos de blé de population. Waouh. Donc nous on s'amuse, on fait il a des pâtes, il a qu'une seule pâte, qui s'appelle la dentelle de Cucugnan, qui est un blé dur. Voilà. Donc on s'amuse un peu, puis je dis Roland, est-ce qu'on peut s'amuser, on peut s'amuser à faire des pâtes, on peut jouer. Est-ce que vous pensez que... Donc on s'amuse, on fait des pâtes. On fait des pâtes, et moi j'ai amené des ingrédients, des bouillons, tout ça, donc j'ai fait comme ça. C'est bon et tout. Et je dis, est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer dans un restaurant qu'on pourrait choisir une forme de pâte avec le blé que je souhaite? Il me dit, ouais, bien sûr. Il m'a dit, il suffit d'aller chercher quelques matrices en plus en Italie. Matrices et matrices en bronze. Et donc, c'est comme ça que l'idée naît de disant, on va faire un restaurant de bouillon et de pâtes. Voilà. Mais le concept, parce que j'avais aucune légitimité de faire un restaurant de pâtes comme les Italiens. Il y en a plein à Paris, ils savent bien les faire. Sauf que là, on est sur autre chose. Et je dis, donc je me suis un peu rodé, moi déjà, parce que j'avais toujours des pâtes à la carte ici. Donc on faisait toujours des pâtes. Ouais, c'est presque ton produit où tu as le plus utilisé, fait et servi. Et donc la technique que l'on a, c'est que moi je l'ai fini un peu, c'est une pré-cuisson très courte qui va varier suivant le blé et la forme de pâte, sa densité. Ouais. Et ensuite on termine la cuisson dans un bouillon. Mais dans les bouillons qu'on fait ici, donc avec les tom kakai, tout ça, ou les tom yam, donc elle prend tout le goût, elle termine un peu comme comment on appelle ça, cette cuisson de pâte qui est cuite au bouillon, c'est un nom, j'ai perdu. C'est un peu comme un risotto en fait. Okay. Et donc l'idée du restaurant KitchenTerre naît comme ça en fait. Génial.
Voilà. Génial. Et donc, tu le lances quand, ça? Ça, c'est en 2017. Ok. Alors, entre-temps, il y a eu autre chose avant, en 2009, parce que bon, c'est pareil, on voulait toujours pas s'ennuyer. Donc, oui, entre 2001 et... Donc, on a envie de faire autre chose. Il y a eu une opportunité, il y avait un restaurant qui appartenait à Jacques Cagnat, qui avait 2 étoiles à l'époque, qui était dans la rue, qui s'appelait l'Espadon Bleu. Et donc là, on reprend le restaurant. Alors, il fallait trouver une bonne idée, parce que, je veux dire, il fallait pas que... Ici, ça marchait super bien, on était complet. Mais l'idée, c'était pas de déshabiller l'endroit pour en habiller un autre. l'autre. Ouais. Donc, ça, c'est pareil, on tourne un peu dans tous les sens et on trouve une idée. Et donc, c'est là où on crée... ça s'appelle le KGB. Le KGB. Donc, quoi, Kitchen? Galerie Bis. Ok. Ça, c'est mon copain Daniel Humer. Si tu veux, il me dit, écoute, William, je t'envoie un truc, regarde. Il m'a dit, je trouve l'idée géniale. Et là, je vois écrit KGB. En dessous, bien sûr, Kitchen, Galerie Bis. Ouais. Et là, c'est pareil, on interroge un peu, toi, on dit, est-ce que c'est osé un peu, toi? On interroge, c'est mitigé, 50%. C'est génial, et 50%, c'est faux. Ou même, je dirais plutôt 70%, c'est pas terrible, et 30%, c'est là. On dit, bon, tant pis, on y va. L'expérience de The Kitchen ou le The, c'était stupide. Ouais. Mais KGB, ça marquait, ça va marquer. Puis on se dit, bon, c'est quand même loin, on est plus. oui, voilà, oui. dans la guerre froide, Ouais. c'est terminé. Ouais. Les jeunes ne savaient même pas ce que c'était encore, donc on y va. Et puis donc ça, ça KGB, c'est parti comme ça. Donc là, on a mis au point, j'avais fait un petit plateau, j'ai créé un plateau de hors d'œuvre. C'est-à-dire que en fait, les clients, c'était pas une entrée, c'était un petit plateau de hors d'œuvre entre 3 et 5 hors d'œuvre différents. Ah, c'est rigolo, ça. Très rigolo. Donc c'est très amusant parce que c'était pareil, ça demandait beaucoup de gymnastique. C'est-à-dire qu'il fallait changer souvent, et puis c'était des petites assiettes. Alors c'était marrant, ça se concevait différemment. Tu peux concevoir une petite assiette comme ça. En fait, tu peux te permettre beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que, je dirais, cette même petite portion, elle va être difficile à concevoir sur une plus grande assiette. Oui. Par contre, tu vas pouvoir faire des combinaisons que tu vas pas pouvoir faire sur une grande assiette. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Parce que c'est plus one shot Et t'es pratiquement sur une bouchée? Une ou deux bouchées. Une ou deux bouchées. Donc, toi, moi, je fais des petites croquettes, on fait des petits gyoza. Il y a toujours pareil. Il y a toujours un bouillon. Okay. Voilà. Et dans la carte, il y a toujours une pâte. Ouais. Et tu concentres le goût, j'imagine, dans ce petit. Ça doit être ultra. Waouh, tu dois en prendre plein les papilles. Ouais. Ah, c'est génial. Et puis on s'amuse. Voilà. Donc ça s'est fait. Et puis donc ça c'était 2009. Ouais. Et donc Kitchen Terre après. Alors moi je suis entrepreneur avec mon épouse, mais prudent. C'est-à-dire que voilà, j'aime pas les choses. Quand on fait quelque chose, il faut que ça soit bordé. Alors pas ultra bordé, parce que ceux qui veulent que ça soit toujours ultra bordé, au bout d'un moment, c'est tellement, tu fais rien, parce que c'est trop ultra bordé que c'est jamais bordé comme il faut. Donc on fait pas. Mais tu as des entrepreneurs plus fougueux, c'est-à-dire qu'ils vont faire, on dit on fait, et puis après comment on fait. Voilà, bon ça je sais pas faire. Bon, donc toi c'est réfléchi en fait. C'est plus de réflexion, c'est une sorte de sécurité. On est des gens un peu prudents avec mon épouse. Donc quand c'est prêt, elle me valide aussi, dit qu'on y va. Donc on fait Kitchen Terre avec ce. Voilà. 2017. Mon épouse, c'est un peu mon tempérament, c'est-à-dire que moi j'ai l'idée, mais après, oui. Elle rationalise tout ça? Un petit peu, ouais, parce que des fois ça peut. Vous êtes un super binôme. Ouais. Du coup. Ouais. Ah, génial. Parce qu'après je peux partir. Oui, tu pars trop loin. Dans l'idée, des fois, ça peut partir un peu. Ouais. Voilà. C'est bien d'avoir quelqu'un qui te. Ouais. Donc du coup, c'est aussi 2017, lancement, succès. Kitchen Terre. Ouais. Ça marche très bien. Ouais. Voilà, ça se lance très bien. C'est très bien pris par la presse. J'ai bien expliqué. Il y a encore une fois aujourd'hui, on peut parler d'ADN, l'ADN des restaurants. Quoi. Ouais. C'est-à-dire ça fait sa place. Donc tu as quand même 3 ADN différents, je trouve, mais il y a quand même le tien qui chapeaute un peu tout ça, je trouve. Enfin non, j'ai un ADN, mais on a 3 modèles économiques différents. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Ici, on a l'Étoile en 2008. Ouais. J'étais chef de l'année au GMI en 2010. Voilà, on a eu le Fooding d'honneur en 2011 aussi. Ça fait plaisir. Ça aide. Au-delà de toi, je veux dire, toi personnellement. Oui, les équipes sont contentes. Après, moi, c'est
c'est pas mes challenges, moi, voilà, bon, c'est, je veux dire, oui, mais c'est quand même une reconnaissance. Ça récompense un travail. Bon, ouais. c'est une récompense, ça attire aussi des clients, ça attire le regard et les clients. Hein, je veux dire, voilà, on n'oublie pas de base, quand même, on est des commerçants. Voilà, il faut que les affaires elles marchent, ça fonctionne. On crée de l'emploi, parce qu'après c'est l'autre volet du restaurant qui est super intéressant, c'est que effectivement, moi, tout ça c'est bien, mais il faut des équipes pour tout ça, quoi. Il faut des gens, donc on a un métier qui est un métier de transmission. Tiens, voilà. Tu vois, on était par là à peu près, et là, c'était quel message tu veux transmettre. Donc, c'était exactement ça. Tu aides aussi tes ouailles à grandir. Il y a deux messages. Moi, il y a le message de la cuisine, c'est un message. À travers la cuisine, moi, ce que je dis toujours aux jeunes qui viennent chez nous, c'est que il faut que tu considères la cuisine comme un métier d'expression. C'est-à-dire que essaie d'avoir en ligne de mire que tu puisses exprimer ta personnalité à travers ta cuisine. Donc c'est ça ce moyen d'expression. C'est que ce que tu dois exprimer, c'est toi. Mais comme un art, comme le ferait un peintre ou un réalisateur sur un film. Ne sois pas un suiveur, ne reproduis pas, essaie de te concentrer sur ce que tu aimes. Dans toutes tes expériences, à droite, à gauche, tu vas pouvoir faire tes choix et tu dois pouvoir te bâtir et construire ton ADN, entre guillemets, ta personnalité. Ouais. Donc ça, c'est le message. Et puis c'est le message, cette expression, on l'exprime au client. Et le client, il est réceptif, il a un ressenti. Bien sûr. Et là, donc tu te considères quelque part quoi, plus comme un entraîneur qui a une équipe et qui essaye de la faire grandir? Comment tu verrais ça? J'ai deux niveaux. Moi, il y a le premier niveau, c'est que là, je me base sur toute l'histoire de la cuisine. En fait, on est un peu des relais, c'est-à-dire que chaque génération, il y a une génération qui nous a transmis, je dirais, une sorte de flambeau. Hein, c'est un peu comme la flamme olympique. Oui, bien sûr. Et puis à trois, cette flamme, il faut la faire vivre. Elle ne doit pas s'éteindre. Il faut la faire vivre. Et puis, à un moment donné, c'est à toi de la transmettre à une autre génération voilà. Et donc, c'est ce qui, pour moi, a fait évoluer la cuisine française. Quelque part, cette transmission de flambeau. Après, il y a plusieurs voies. Hein. Moi, je suis pas du tout sectaire. Quand j'ai ouvert un peu ici, j'ai été regardé un peu de travers, quoi. Parce que ramener un peu d'asiatique un peu dans la cuisine française, c'était un peu... les conservateurs étaient un peu... c'est ça. Moi j'ai souvenir d'un truc, ça m'avait touché. Ouais, touché et énervé. À l'époque, c'était Cuisine TV, et je suis interrogé par un journaliste, comme on le fait, on discute là, et puis il me demande d'expliquer un petit peu ce que je fais. Donc j'essaie avec mes mots de lui expliquer un peu l'idée du concept de la cuisine d'ici, comment je fais, parce qu'à l'époque j'ai monté un cours de cuisine en fait. D'accord. Au tout début, l'idée c'était pour expliquer un peu aux journalistes ce qu'on cherchait à faire. C'est-à-dire que c'était pas une espèce de cuisine confusion. C'était vraiment l'idée, je te parlais de la cuisine française, et dans laquelle j'amenais vraiment ces ingrédients. Donc j'avais monté ce cours de cuisine. Voilà. Expliquer, pour comprendre. Et donc le journaliste m'interroge, donc j'essaie de réexpliquer ça. Et puis l'émission passe, donc mon interview était... et là sur le plateau, donc moi j'étais pas invité, et donc il passe ça, et il y avait, je sais plus qui étaient les journalistes et les invités, et le mec me dit attends, je comprends pas ce que le mec fait là, il fait de la moule marinière, mais il met pas de ça dedans, il met autre chose. Oh là là. Et là, je suis, comment je veux dire, je dis mais. Voilà, t'es boule de nerfs. Oui, parce que j'aimerais pouvoir répondre et expliquer au gars, qui fait celui qui comprend pas. J'ai envie de dire mais t'es con, t'as rien compris, ou alors je me suis très mal expliqué, c'est vrai. Mais en même temps, bon, ça se voit quoi. Bien sûr. Ouais. Ouais, donc ça va être frustrant de pas pouvoir lui dire je comprends. Ouais, c'est pas simple. Mais alors du coup, avec tout ça. T'as vu pas mal d'évolutions, forcément. Hein, c'est pour ça qu'on fait. Voilà, donc c'est une façon de faire évoluer. Ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas une seule voie. Il y a cette voie-là, mais après il y a des cuisiniers plus classiques, plus traditionnels, mais qui vont amener de la modernité aussi dans la cuisine. Bien sûr. C'est pour ça que dans la cuisine, c'est un peu comme dans la peinture, il y a des courants. Ouais. Hein, on est dans un courant, et dans son courant, on est passeur de flambeau. Oui, exactement. Voilà. Et après, moi, passeur de flambeau, c'est des jeunes. Et moi, un jeune qui vient chez moi, c'est ce que je lui explique. Je lui dis, écoute, voilà, moi, ce que je vais t'apporter, ce que je veux t'enseigner, c'est que j'ai démarré tout en bas. Tu peux grimper.
c'est possible pour tout le monde. Il faut en avoir envie, il faut y être prêt. Si tu as envie, c'est la bonne maison. Ouais. Et puis en même temps, il faut que tu comprennes, c'est un métier aujourd'hui. C'est un métier, nous, c'est un métier, il n'y a pas de chômage. C'est un métier, tu peux prendre des responsabilités relativement jeunes. Tu peux commencer à bien gagner ta vie relativement jeune. C'est un métier, tu peux voyager. C'est-à-dire que ça se monnaie à l'étranger. C'est un savoir qui s'apprécie, bien sûr, qui est demandé. Bien sûr. Mais bon, c'est comme dans tout job. Quand tu as de l'ambition, bah, il faut y aller. Il faut bosser, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Ouais. Et t'as combien de personnes là ici, par exemple? Ici, j'ai 8 personnes en cuisine. Après, j'ai 4 apprentis, j'ai 2 stagiaires. C'est ça. On est une quinzaine, quoi. Ah ouais, donc c'est non, pas dans 20 mètres carrés, mais à peu près. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. C'est génial. Et en même temps, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que les cuisiniers étrangers, ils ont envie on en accueille beaucoup, parce qu'ils ont envie de comprendre aussi comment on utilise les ingrédients de leur culture, mais dans la cuisine française, comment on les introduit. Et moi, ce que je dis toujours à mes cuisiniers étrangers, c'est que, écoute, ici, c'est pas des recettes que tu vas comprendre, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Quand tu auras compris cette philosophie-là, bah écoute, tu vas pouvoir l'appliquer exactement quand tu vas rentrer chez toi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que tu te concentres sur ce que tu as, ta richesse locale. Nous, quand on part à l'étranger pour cuisiner, le but, c'est pas d'importer des choses que je fais à Paris. C'est d'identifier la cuisine, la richesse locale sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer et sur laquelle je vais pouvoir développer et je dirais mettre mes recettes en place, mais en fonction de ce que j'ai. Pas de n'importe bête et méchant. Et donc, quand tu as compris ça, bah, avec ta culture, avec ton identité, tu vas pouvoir créer ton identité. Voilà. Et puis après, ce que j'enseigne aussi, donc c'est pour ça, moi, je fais beaucoup de promotion interne, c'est que les jeunes, j'en ai formé quand même un certain nombre maintenant qui ont leur restaurant, qui ont leur place de chef, c'est que quand ils accèdent, je dirais, à la dernière étape, c'est-à-dire qu'ils sont mon proche collaborateur, chef de cuisine ou de salle, en général, ils sont prêts. Ils sont prêts pour ouvrir. J'en ai beaucoup qui m'ont dit, bon, ben, écoutez, je pars pas pour aller travailler ailleurs parce que je vois pas où je peux aller, mais je veux monter mon truc. Donc il ou elle monte sa première affaire. C'est ça. Tu dois être content à ce moment-là, non? Oui, c'est super, parce que je veux dire, quelque part, je dis, ben voilà, le message est passé, il a compris, et puis on a suscité l'envie à quelqu'un de le faire, quoi. Oui, quelque part, pour toi aussi, c'est un aboutissement, quoi. Bien sûr. C'est pas du tout, tu vois, c'est pour toi, c'est génial, au contraire que. Oui, parce que je connais toutes les étapes, et je sais c'est pas facile, hein, mais je sais quand même la satisfaction quelque part que tu as quand tu es chez toi. Parce que tu es passé par là aussi. Ouais. Donc ouais, bien sûr. Et j'ai gravi, quoi. On m'a rien mis dans la main. J'ai eu des opportunités, j'ai rencontré que tu as saisi, mais tu as travaillé pour ça. Les bonnes personnes, j'ai travaillé pour ça. Donc je dis, voilà, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de mauvaise chance, il n'y a pas de pas de chance. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu leur dis à tes numéros 2 qui vont se lancer? C'est quoi les grands défis auxquels ils vont être confrontés maintenant, alors, tu penses? Les grands défis de demain? Déjà pour eux, oui, quand ils vont ouvrir leur première affaire. Très souvent, moi, ceux que je revois, je revois quasiment tous, mais ce qui me revient souvent, c'est qu'ils me disent, on n'avait pas idée que quand tu montais ta boîte, il y avait autant de choses à gérer. Ouais. Parce que là, ils restent qu'en cuisine quelque part, il n'y a pas tout le reste. Non, moi, ils savent, il y a la cuisine, mais ils savent acheter. Moi, je veux dire, ils ont un lien avec le service comptable, le service administratif. Ils doivent rendre les choses propres, c'est-à-dire qu'on ne donne pas ça comme ça. Quand ils donnent, c'est contrôlé, maîtrisé. Donc ils savent acheter, ils savent gérer. Je leur demande aussi de savoir. Ça, c'est le côté, je dirais, cuisine administratif. Il y a le côté humain, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir gérer les gens, ça c'est super important, parce que tu dirais, une brigade c'est une équipe, hein, si le mec il est bon cuisinier, bon administratif, mais que c'est une tête de... Hein, oui, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Bien sûr. Donc tout ça c'est des choses que je leur apprends et je dis voilà, tu dois faire... Tu dois faire avec, tu dois faire attention. Et pourtant, dans notre pratique, quand on est entre nous, voilà, je te donne moi ce que j'ai envie que tu puisses, je dirais, de la façon que tu dois travailler.
Et pourtant, malgré tout ce que tu peux leur enseigner, ils se rendent compte qu'il y a encore un gap qui est... Mais oui, parce que il y a plein de choses. Il y a toute une réglementation, il y a toute une législation. Et quand tu es concentré sur la cuisine et ces petites choses-là, mais quand tu dois avoir une vision globale de tout, j'en sais rien, t'es emmerdé parce que tu dois renouveler ton loyer, ton propriétaire veut te l'augmenter, le bail, enfin tout ça, quoi. Voilà. Tout ça, bien sûr. Voilà. Bien sûr. T'as un contrôle d'URSSAF, il faut que... Voilà, c'est du stress, Oui, c'est la vie. La vie d'un chef d'entreprise, quelque part, quoi. La vie, j'en sais rien, t'as 45 ouverts, c'est complet, paf, coupure d'électricité à midi. Ça t'est arrivé, ça? Oui. Alors, comment on fait? Comment on fait? Tu fais quoi? Tu fais froid? Quand t'as ton boss qui est là, qui réagit, tu t'es avec lui, mais quand c'est toi, tu fais quoi? Ça dépend ce que c'est, tu vois, tu te débrouilles. Tu t'adaptes. Tu t'adaptes. C'est ça le mot, l'adaptation, c'est un des critères quand même de réussite? Adaptation, c'est même pas, c'est à tout niveau, hein. Oui. Moi, que ce soit en salle et en cuisine, moi je dis il y a 2 critères essentiels. Le troisième, je ne vais même pas en parler parce que il faut avoir l'esprit bosseur, être courageux. Je veux dire, ça c'est dans tous les métiers. Oui. Mais après, il faut un grand sens de l'adaptation, savoir t'adapter, et puis être très curieux. Sens de la curiosité, c'est-à-dire qu'il faut être ouvert, perméable à plein de choses. Moi, j'ai toujours dans ma vie, je sais pas si c'est une phrase qui veut dire grand-chose, mais je dis toujours il faut se laisser influencer sans être influençable. Ouais, ok. Moi, c'est une signification. Après, je sais pas si c'est une signification pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas avoir peur de voir, de subir des influences, mais après, il faut savoir en tirer l'essentiel et de savoir les retranscrire. Pas bêtement subir. Comme quand on te dit qu'il faut que tu fasses ta 2e année à l'école, que tu prends ça et puis tu dis ok, c'est super pour le truc, mais moi je pense que c'est ça et que tu fais l'inverse. Mais j'ai écouté. T'as écouté, etc. Et après t'as pris ta propre décision en fonction de tout ce qu'on t'a dit. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est hyper intéressant. Et alors, on arrive au bout. Hein. Ça y est, je te rassure. Mais est-ce que tu vois toi l'essor des réseaux sociaux? Est-ce que ça a eu entre guillemets, je sais pas si le terme conséquence, sur les attentes des clients ou pas forcément? Est-ce que tu sens, toi, tu vois une différence entre il y a ne serait-ce que 10 ans et maintenant sur l'attente des clients? Ou est-ce que toi, tu dis non, quand ils viennent ici, ils savent à quoi s'attendre et quelque part... Alors moi, je ne serais pas un bon analyste là-dessus parce que je ne suis pas du tout réseau social. Ouais. C'est-à-dire que... Alors, on a un Instagram qui est un léger Instagram. Je crois qu'on doit avoir... comme me dit notre assistante, vous avez 17 000 followers. C'est pas rien, hein, quand même, 17 000. Mais en même temps, aujourd'hui, je trouve que les réseaux, c'est un peu une mise en scène. Moi, par exemple, il est absolument interdit que sur les réseaux, on voit jamais ma tête. Voilà, c'est-à-dire que il y en a, on sait ce qu'ils font de A à Z, mais là, franchement... Moi, c'est pas bon, c'est pas du tout. C'est pas ton style, ton envie. C'est pas du tout mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Ok. Après, ça a une bonne importance dans le sens où, je dirais, ce qu'on appelle le bouche à oreille qui est très important. Là, il est démultiplié. C'est-à-dire qu'un client qui est content, si lui, quelque part, il est très actif sur le réseau social, effectivement, le bouche à oreille, il va être démultiplié. Fois 1000. Donc ça a son importance. Ouais. Bien sûr. Mais moi, pas pour la mise en scène particulière. Oui, à titre personnel. Non, personnel, non. Je comprends. On ne sera jamais sur les réseaux sociaux où je suis en vacances, ce que je fais, où je vais dîner, quoi. Ça, c'est interdit. Ouais. Voilà. C'est donner envie parce que on sait ce qu'on va voir à la carte, on sait ce qu'on va manger, ça va être la mise en évidence. Photo de plat, quelque chose comme ça, exactement, peut-être. Ouais. Parfait. Alors attention, parce que là on arrive à la fin et j'ai quelques petites questions, tu vas voir. Je dois utiliser le Paco, est-ce que c'est possible ou pas? Oui. Le Paco? Ouais. Ça fait énormément de bruit. Ça fait pendant combien de temps? Jusqu'à ce que vous ayez fini, mais ça dépend dans combien de temps vous avez fini. Là j'ai 4 questions. Je pensais que vous n'avez pas combien de temps. Ça va dépendre du chef, s'il est bavard ou pas. Allez, 5 minutes. C'est trop tard. Et si tu mets le Paco, si elle met le Paco derrière, Ça va être pareil. à la planche, Ouais, je pense que ça va être. demande-lui de le mettre à la planche, tu vas voir. Je vais essayer. On va dire c'est quoi le Paco? Ça sert à quoi?
Le Pacojet. Ouais, moi je sais, mais nos téléspectateurs, nos auditeurs. Pacojet, c'est un élément indispensable pour faire des super glaces. Voilà, avec une texture incroyable. Très belle texture. Pour ce soir. Ouais. Et là, c'est quoi le parfum là? On sait pas. Ce Tu sais, soir, toi? si, on a passion, chocolat blanc wasabi et sorbet chocolat. Ah. Bon, allez, j'ai faim. Allez, est-ce que tu es prêt? Donc, on termine par les questions que je pose à tout le monde. La première, c'est si tu devais cuisiner pour une seule personne, vivante ou morte, ce serait qui et tu cuisinerais quoi? Mon épouse, des langoustines vivantes. J'ai cru comme ça, Non, vivante? pas cru. Ah. Vivantes, que je coupe en deux, que je mets un assaisonnement quand même que j'aime, Oui. juste au four. Voilà, c'est tout. Les langoustines du Guilvinec? Du vinaigre ou fête bretonne, voilà. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous donner une recette en 1 minute chrono? Une recette en 1 minute chrono. Ouais. Un œuf. Vas-y. 1 minute, c'est parti. On t'écoute. Voilà. Il faut avoir un petit pack dans le frigo. Hein. Ok. Hein, et dans le frigo, voilà. Ok. Un œuf de qualité au plat. Moi, j'ai toujours un petit pot de yuzu kosho qui est au frais. Au frais. Mmh. C'est une pâte de yuzu fermentée, donc avec un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Quelques champignons, quelques pousses de salade. Soit une mizuna, une belle roquette de jardin. Des croûtons, beau pain, croûtons taillés qui sont passés juste dans le beurre avec un petit peu d'ail, un peu de citronnelle et la vinaigrette yuzu kosho. Et c'est tout. C'est tout. Et ça posé à côté de l'œuf? Sur l'œuf? Comment tu Sur fais l'œuf. ça? Sur l'œuf. Ah, 1 minute chrono. Ok, à essayer à la maison. Qu'est-ce que tu voudrais que tes clients retiennent de cette aventure ici quand ils viennent te voir pour déjeuner ou dîner? Alors moi, ce que j'aime bien de la part de mes clients, c'est qu'ils me disent, c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse faire. C'est, on était en Thaïlande il y a 15 jours et on a l'impression d'y être encore. Ça veut dire que voilà, le message de la cuisine, il est passé. Et qu'en même temps, c'est que quelque part, ici, ce qu'ils retiennent, c'est qu'ils ont des parfums et des saveurs qu'ils ne sont pas habitués d'avoir dans les autres restaurants. Si tu devrais ouvrir un restaurant dans un autre pays, ce serait où et tu ferais quoi? Autre pays ou... Ah, tu peux me dire, je voudrais ouvrir un restaurant au Népal et je voudrais faire du cassoulet. En Corse, c'est pas un autre pays. Ah bah, alors pour les Corses, oui. Non, ça va être mal pris. Oui, c'est ça. Bah en Corse? Mais alors, ok, donc un autre lieu, ce sera en Corse. En Corse. Et tu ferais quoi? L'esprit d'une trattoria, mais en Corse. Avec les choses on ne peut plus simples, mais je dirais ce que j'ai, c'est que c'est ce qui me manque, la dimension qui me manque à Paris, c'est donc ce serait une toute petite table, hein, genre de petite table haute, mais c'est le poisson qui sort de l'eau, les légumes qui sont du jardin, les herbes qui viennent d'être cueillies. Ça, c'est vrai que des fois je jalouse un peu mes confrères qui ont ça sous la main. Ouais. On en parlait tout à l'heure, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as un plaisir coupable en termes de nourriture? Un plaisir coupable, ouais, le chocolat. Je pense que je peux manger 2 tablettes de chocolat si on me les retire pas. Je suis comme toi. Oh. On va boucler la boucle. Dernière question, et après j'ai pas une surprise, mais c'est quoi ta Madeleine de Proust, le plat qui te ramène tout de suite à ton enfance? Je pense qu'il va évoluer en fonction des périodes. Là, je suis très oreille de cochon, caramélisé, grillé, snacké. J'adore. Merci 1000 fois. Alors attends, j'ai pas fini. Je termine là. Regarde, je prends mon petit appareil photo et je vais faire un dernier portrait de toi qu'on mettra, que je t'enverrai, que je mettrai à la fin de la vidéo. Okay. On va terminer juste comme ça. 1000 merci pour le temps. Bien, je sors chez le coiffeur. Ouais. Pour le temps que tu... Bah, elle est parfaite. Elles sont parfaites. Je peux jeter la main? Bien sûr. Regarde. Ok. Vous la verrez vous aussi à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Ne stressons pas les amis. Merci 1000 fois, c'était passionnant. C'est bien. Je me suis éclaté. Ça t'a plu? Bravo, Ouais. bravo, Ouais. bravo. Bon service parce que là ça va, ils sont en train de... Ça a démarré. Merci encore. Elle peut mettre le Paco en route, c'est bon. Le Paco peut être lancé. Ceci n'est pas un exercice. Et je crois qu'il avait déjà démarré, hein, mais on n'entend Ouais, pas il a trop. démarré, hein. ouais, C'est va. très discret. Ouais. 1000 merci.
William, merci à toi pour le temps que tu nous as accordé. C'était l'épisode le plus long de l'histoire de la chaîne et j'ai pris énormément de plaisir à t'écouter. Et surtout là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller manger chez toi. Ça m'a ouvert l'appétit, c'est dingue. J'espère que vous aussi, vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à faire cette émission. En tout cas, si vous avez aimé, je vous rappelle, c'est hyper important. On like la vidéo, on s'abonne et surtout en commentaire, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et puis à me dire quel chef vous souhaiteriez que j'essaye de rencontrer. On fera le maximum pour vous faire plaisir. Voilà. Si vous voulez, il y a aussi nos réseaux sociaux pour avoir accès à des petites choses exclusives, des behind the scenes, des formats courts. Voilà, n'hésitez pas, Insta, TikTok, Facebook. Voilà. Et si vous êtes team audio comme moi, la semaine prochaine, le podcast sera aussi disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Deezer, Spotify, enfin toutes vraiment. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, autour des 18h. Pour un nouvel épisode des Chefs se mettent à table. C'était Toto. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien, mangez bien. C'était Toto. Ah voilà, à toutes. Salut, bonne semaine.